Svalbard Global Seedvault. Svalbard Frøveld en norvégien, qui a fêté ses 11 ans le 26 février 2019. Derrière ce nom anglais se cache la plus grande banque de gènes végétales du monde. Elle n'est pas la seule, mais la plus importante. Elle a pour but de conserver la biodiversité des cultures vivrières de la planète. Mais que cache l'intérieur de cette réserve? Nous verrons cela avec notre envoyé spécial, à côté de ce hangar au large de la Norvège. Donc oui, effectivement, je suis juste devant le Svalbard Global Seedvault. Cette banque de gènes se trouve à 3 km de la ville la plus proche, sur l'archipel du Svalbard, qui fait presque la taille de l'Irlande. Le complexe est idéalement placé, car il se trouve à 500 mètres d'un des 3 aéroports de l'île. Mais rapprochons-nous pour en savoir plus. Je suis avec Louis, responsable d'infrastructure au Global Seedvault. Louis, que pouvez-vous nous dire sur le complexe de cette banque de gènes? Comme vous l'avez dit, le complexe est idéalement situé. Il est à peu près 1000 km du point nord géographique dans une des régions les plus froides du monde. La réserve est à environ 150 mètres sous terre, c'est-à-dire qu'il fait en permanence moins 3 degrés, ce qui permettrait de conserver une température de moins 18 degrés même en cas de panne des infrastructures. Pourquoi cette température? Les graines sont conservées à moins 18 degrés, car c'est une température optimale pour les conservations sur une longue durée. Quel mode de refroidissement utilisez-vous? Comme la plupart des frigos du commerce, nous utilisons le principe du changement d'état, donc de liquide à gazeux, ce qui nous permet d'atteindre très facilement une température basse, telle que moins 18 degrés, et ce qui nous permet de couvrir une très grande surface, comme les 3 chambres de conservation de Svalbard. Suivez-moi à l'intérieur, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est ici la salle des machines. Suivez-moi, je vais vous montrer. Donc ici nous avons toutes les machines qui servent à refroidir les 3 salles de conservation. On refroidit à l'aide d'un liquide frigorifique, c'est le difluorométhane, qui est stocké dans cette cuve à l'état gazeux. Il va passer par ces tuyaux pour se retrouver dans les compresseurs, qui vont l'amener à l'état liquide, ce qui permettra d'atteindre une température de moins 20 degrés. Et après, il va se diriger vers les tuyaux là-bas, qui amèneront jusqu'ici, qui permettra en fait de redistribuer tout le fluide à l'état liquide dans les 3 chambres de conservation. Et après, dans la chambre de conservation, le fluide va récupérer la chaleur et repasser à l'état gazeux et sera ramené par ces tuyaux dans cette pompe qui permettra de relancer le cycle. Il existe plusieurs moyens de produire le froid. Svalbard utilise le principe d'un changement d'état d'un fluide frigorigène, mais il existe d'autres moyens comme la détente de gaz. Retournons au plateau pour en savoir plus. Donc les compresseurs ne sont pas le seul moyen de produire du froid. On peut aussi utiliser la technique appelée détente de gaz, et nos 2 experts en labo l'ont testé pour nous. Nous avons testé une expérience pour voir si c'était possible de faire de manière très simple du froid. Pour cela, nous utilisons le principe de la détente de gaz car c'est le moyen le plus simple d'expérimenter cette création de froid. Donc nous utilisons ici une cloche à vide. Sous laquelle nous retrouvons un pressiomètre et un thermomètre, ainsi qu'une pompe reliée à la cloche pour faire le vide. Et toutes les fuites d'air potentielles sont éliminées grâce à un joint, donc la cloche est totalement sous vide. Voyez voir comment ça marche. Donc on voit ici que la pression diminue très rapidement. Et la température la suit. On observe donc une baisse de température. Le bâtiment est construit d'un couloir principal de 100 mètres et de 3 grandes salles contenant chacune des échantillons de 500 graines, rangées dans de grandes boîtes isothermes. Le hangar peut accueillir jusqu'à 4,5 millions d'échantillons. Et pour améliorer leur temps de conservation, les employés de Svalbard ont un protocole très rigoureux à suivre. Quand on entre dans le hangar, on arrive à l'entrée d'un tunnel de 100 mètres, s'enfonçant à 150 mètres sous terre, dans le pergisol, où il règne une température moyenne de moins 3 degrés. Ensuite, on arrive dans un hall desservant les 3 chambres de conservation de Svalbard. Dans chaque salle se trouvent des étagères sur lesquelles sont empilées des boîtes. Et dans chacune des boîtes se trouvent des sachets d'aluminium où sont conservées 500 graines. Dans chaque boîte, il y a une espèce végétale. Sur ces étagères se trouve le miroir génétique de notre biodiversité vivrière. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau une professeure en biologie cellulaire et physiologie végétale, Alyssa Evans. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la graine? Alors, on peut commencer par donner une définition simple de ce qu'est une graine. Une graine, c'est la partie de la plante qui protège et qui contient l'embryon végétal. Qu'est-ce que c'est l'embryon? L'embryon, c'est l'ensemble des cellules issues de la division de la première cellule œuf et jusqu'à la naissance de la plantule. Et c'est un réservoir qui permet à la plante de naître et qui assure finalement la survie de son espèce. Et est-ce que vous pouvez nous donner rapidement des précisions sur la constitution de la graine? Alors déjà, on peut voir sur le schéma qui est derrière moi qu'on distingue 2 types de graines différents.
À gauche, on a une graine albuminée et à droite, une graine hexalbuminée. Je vais donner la différence juste après. Mais donc déjà, on a tout autour de la graine ce qu'on a en vert, ce qui s'appelle le tégument, c'est la peau. C'est plus ou moins imperméable et ça protège le reste. On a à gauche, en jaune, ce qui s'appelle l'albumène. Alors c'est donc ce qu'il y a dans une graine albuminée. C'est les réserves nutritives, les glucides, les lipides, les protéines, tout ça c'est contenu dans l'albumène. Et puis les deux tiges que l'on a en brun, ce sont les cotylédons. Les cotylédons, ce sont des feuilles constitutives de la graine primordiale. Ces cotylédons sont rattachés à l'embryon. Et on a à droite, dans la graine hexalbuminée, on n'a pas d'albumène du coup, parce que toutes les réserves nutritives, elles sont contenues dans les cotylédons. Donc le tissu nourricier, toutes les réserves nourricières, elles sont contenues à l'intérieur de ces cotylédons. Et le cotylédon, il entoure l'embryon qui est toujours présent dans la graine. D'accord. Et quelles sont les conditions de germination d'une graine? Alors une graine, pour germer, elle a besoin de 3 choses indispensables. Elle a besoin d'eau sous forme liquide, elle a besoin d'oxygène, parce qu'une graine, une plante respire, et elle a besoin d'une température adéquate. Alors la température optimale à la germination d'une graine, c'est 25 degrés à peu près. C'est pour ça que les graines germent plutôt au printemps. D'accord. Donc merci Madame Evans pour ces précisions sur la graine. Et maintenant, on retrouve notre envoyé spécial qui va nous parler un peu du protocole de conservation des graines. Merci messieurs, nous avons donc la composition d'une graine ainsi que la méthode de froid utilisée. Nous retrouvons Katia pour nous expliquer l'importance du froid dans la conservation. Alors le froid a un rôle primordial dans la conservation de la graine, puisque son rôle c'est finalement de l'empêcher de germer. La température, c'est une des conditions nécessaires à la germination de la graine, donc si elle n'avoisine pas la température optimale de 25 degrés, elle reste en état de vie latente, c'est-à-dire que les activités vitales elles sont réduites et finalement il n'y a pas de germination. La température, c'est l'agitation des molécules à une certaine vitesse, donc le froid, ça pourrait se définir par une très très faible agitation de ces molécules. Donc lorsqu'il y a une faible agitation des molécules, il n'y a finalement pas beaucoup de chocs efficaces. Les chocs efficaces, c'est des chocs qui permettent des transformations chimiques comme la production des enzymes, des protéines ou des glucides, des lipides, enfin voilà, tout ce genre de transformation à l'intérieur de la graine. Et donc le froid finalement va ralentir les molécules, donc va ralentir les chocs efficaces et ça va permettre en fait de ralentir considérablement, voire même de stopper lorsque la température est très très basse, l'activité cellulaire et la prolifération des micro-organismes. Dernière question pour Reuters Maria Haga, responsable de la Crop Trust qui travaille avec la Norvège pour organiser la réserve. Finalement, Svalbard, le but à long terme, quel est-il? Il faut savoir que les banques de gènes au Svalbard sont une idée née juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le but étant d'assurer la survie des espèces en cas de pénurie ou de catastrophe naturelle. C'est également une protection contre les pertes accidentelles de variétés dans les autres banques de gènes et aussi un double du coup de la biodiversité végétale vivrière. Les locaux sont loin des zones de conflit et loin des zones à risque naturel et ils sont même capables de résister à un missile. C'est une décision issue d'un accord tripartite entre le gouvernement norvégien, la banque de gènes nordique et l'organisation Crop Diversity Trust, qui est une fondation créée par l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. J'espère que vous avez appris quelque chose. On se retrouve la semaine prochaine pour parler du biomimétisme. Et n'oubliez pas, tout en science.